Bonjour. Mamiezi signifie lumière d'étoile en Kikongo. C'est aussi le nom magique qu'a choisi notre entrepreneur du jour, CEO de Mamiezi. Il s'agit de Mizi Mwanga. Nous la recevons pour qu'elle nous raconte son aventure touristique qui met en avant le continent africain. Mizi, bonjour. Bonjour. Ravie de te retrouver. Ravie aussi, oui. Je t'ai invitée parce que j'ai vu ta capacité à rebondir et ta résilience, et je vis la manière dont tu es arrivée à faire du digital ton atout. On s'est rencontrés en ligne parce que tu venais juste de créer Mamiezi. Après, il y a eu évidemment le Covid qui a bloqué ton ascension. Et finalement, tu t'es relevée de cela. Raconte-nous comment. Alors effectivement, Mamiezi a été créée en septembre 2019. Le temps pour moi, voilà, de commencer à mettre en place tout l'aspect communication autour de l'agence de voyage. Début d'année 2020, je commençais à engranger mes premiers dossiers. Et mars 2020, Covid. Donc tout bloqué, les frontières bloquées, une atmosphère très étrange. Enfin, on a tous vécu ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment la traversée du désert pour moi. La traversée du désert parce que finalement j'avais ce projet qui me tenait vraiment à cœur. J'ai mis du temps avant de me lancer, j'ai mis du temps avant de prendre la décision de faire, de mettre terme à mon contrat de travail. Enfin bref, il y a eu tout un processus qui s'est fait. Et là, d'un seul coup, j'étais coupée dans ma lancée en fait. Donc ça a été une période assez difficile, mais avec le recul pour laquelle vraiment finalement qui a été pas si mal que ça, parce que être un entrepreneur demande un mindset qui n'est pas du tout le même que celui d'un salarié. Et du coup, durant cette période-là, j'ai vraiment pu travailler sur mon mental, parce que clairement, être dans une période aussi stressante avec tout le stress qui est inhérent à un entrepreneur déjà, un entrepreneur dans le tourisme, je te laisse même pas imaginer. Donc finalement, j'ai forgé mon caractère au travers de ce temps. J'ai revu aussi et repositionné un petit peu la stratégie de Mamiezi, qui au départ se voulait être une plateforme sur laquelle on pouvait réserver des activités sur le continent africain. Mais après Covid, c'est transformé plutôt en du voyage à la carte, parce que justement, au travers des réseaux sociaux, j'ai interrogé mon audience et je leur ai dit, écoutez, voilà, on est pendant la période du Covid, c'est compliqué, les frontières sont fermées, mais en fait, ça ne nous empêche pas d'anticiper et de se demander, OK, après Covid, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, j'ai lancé un petit peu cette question sur les réseaux. Et j'ai ouvert un calendrier partagé sur lequel les gens pouvaient s'inscrire. Et à heure dite, je les appelais, puis on discutait en fait de leur futur projet de voyage. Oui, moi je vais aller en Tanzanie, j'en ai rêvé depuis que je suis petite. Oui, bonjour, moi je suis d'origine congolaise, j'ai jamais mis les pieds, franchement j'aimerais trop y mettre les pieds. Et ça a été voilà comme ça des sujets de conversation. Et une fois les frontières réouvertes, en fait ces personnes avec lesquelles j'avais eu des conversations sont devenues mes premiers clients. Donc voilà, c'est comment c'est un petit peu façonner les choses au travers de cette traversée du désert. Donc ça t'a permis d'être à l'écoute et puis de te repositionner et de réfléchir ton concept autrement. Et aussi, tu as eu la bonne idée de te servir des réseaux sociaux que tu as vraiment marketés dans ton sens. Ah oui, complètement. Oui. Parce que je pense que c'est inhérent à beaucoup d'entrepreneurs. Au début, on n'a pas... les gros budgets pour aller sur des gros médias. Et ce qu'il y a de plus proche et de plus simple d'accès, finalement, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a vraiment à cœur de pouvoir... Et pourtant, c'est marrant parce qu'avant le Covid, je n'avais pas le sentiment... Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Je veux dire, moi, j'ai travaillé plutôt en B2B. Et c'est vrai qu'aller face aux clients directs, ce n'était pas trop ma sauce, en fait. Mais au travers des réseaux, justement, on apprend à connaître les gens, on apprend à échanger avec les gens. Et puis finalement, je me suis retrouvée face à des personnes qui avaient des problématiques qui étaient miroirs par rapport à ce que moi-même j'ai vécu lorsque je suis repartie en Afrique. Donc finalement, les échanges se sont hyper bien passés, puis il y a vraiment une connexion en fait. Donc oui, les réseaux sociaux ont été vraiment un appui pour moi. Ouais. C'est drôle la manière dont tu expliques que finalement, ta clientèle, elle te ressemble. Ah mais complètement. Complètement. Et j'ai envie de rebondir sur ça parce que le concept innovant que tu as créé qui s'appelle Sister Trip, qui finalement t'a permis de briller. En fait, c'est grâce à la sororité que tu es passé à une année 1 et après en 2023-2024 à plus 65% de ton chiffre d'affaires. Complètement. Comment est-ce que tu as pensé ce concept donc de voyage entre femmes d'origine africaine pour la plupart, en quête de, j'ai envie de dire, de spiritualité et aussi de bien-être. Raconte-nous un peu ce concept qui a fait plus que te sauver la mise en fait. Ok.
Alors là, je vais être très spirituelle. Donc moi, je suis de confession chrétienne. Et j'ai vraiment, au travers de mes temps de prière, eu ce battement de cœur-là qui voulait faire du bien aux femmes, en fait. Peut-être que ça vient aussi de mon histoire, qui suis maman solo, et qui, aussi au travers de mes expériences professionnelles et notamment entrepreneuriales, me suis souvent trouvée seule, en fait. Et je sais ce que c'est que, voilà, être un petit peu dans cette détresse ou désarroi-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu être relevée ou que j'ai pu avoir un mot d'encouragement, c'est souvent venu d'une femme, en fait. Et du coup, il y a tout ça qui s'est un peu mélangé. J'ai vraiment eu à cœur de monter ce projet qui vise effectivement à faire partir des femmes, essentiellement sur des destinations africaines, et qu'elles puissent connecter les unes avec les autres. Lorsqu'on fait sortir une femme de son quotidien marital, maman, entrepreneur, étudiante, et qu'on l'extirpe et qu'on la met ailleurs avec d'autres femmes, on les laisse juste échanger. Il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Toujours, ça ne manque pas. Et rajouter à ça, effectivement, le côté spirituel, où on va prendre des temps de prière ensemble, des temps de méditation ensemble, ajouter à ça la découverte d'un nouveau pays, ajouter à ça des activités qu'on va faire tout ensemble, mais ça crée un lien qui est juste hors norme. Le premier Sista Trip que j'ai fait a eu lieu en 2024, en avril 2024 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui encore, on a le même groupe WhatsApp des sistas qui sont partis ensemble et on continue jusqu'à aujourd'hui à échanger les unes avec les autres. Pour dire quoi? Pour dire que c'est vraiment au-delà d'aller voyager, au-delà d'aller découvrir une destination. C'est vraiment une ode à la sororité, une ode au bien-être, une ode à la connexion divine et une ode à la connexion les unes avec les autres. Est-ce que cette connexion s'est faite naturellement parce qu'on imagine un groupe de femmes qui ont peut-être des cultures différentes, qui ont des origines différentes, qui ont des objectifs même peut-être différents. On s'imagine mal. Comment est-ce que tu as fait pour que la mayonnaise, si on peut dire, prenne? Alors Renée, vraiment, je te promets, c'est pas moi du tout. C'est-à-dire que dans ce groupe, la plus âgée avait 65 ans, la plus jeune en avait 22, étudiante, retraitée. Entre deux, tu as la maman célibataire, la femme au foyer, la jeune cadre dynamique. Et effectivement, quand tu regardes la big picture comme ça de Lou, tu te dis, OK, quel est le rapport? Mais en fait, il y a une alchimie qui s'est faite. Je pense que ça vient du fait aussi qu'on soit toutes croyantes. Ça, effectivement, c'est le socle. Ça a été le lien. Ça a été le lien. Mais au-delà de cela, j'ai eu la chance d'assister à des conversations où la plus jeune pouvait avoir certaines problématiques à laquelle la femme plus mûre pouvait répondre. La femme plus mûre pouvait avoir des problématiques à laquelle la femme plus jeune pouvait apporter un certain dynamisme. Il y a eu un truc qui était juste divin, en fait. Une alchimie divine. Ouais, complètement. Et du coup, oui, ça m'amène à vraiment encore... mettre encore plus de cœur parce que je comprends qu'au travers de ce concept, je suis vraiment là où je devais être et que la vision qui est vraiment de toucher, de faire du bien aux femmes est vraiment remplie à 100% en fait. Alors, est-ce qu'une femme d'une autre confession ou même athée se sentirait à l'aise dans ce groupe de femmes des Sister Trip? Alors je pense que oui parce que, je ne suis pas du tout fermée. C'est le premier point. Le deuxième point... effectivement, la femme qui sera peut-être d'une autre confession ou qui sera peut-être même athée devra juste comprendre qu'effectivement, la majorité du groupe auront ce socle chrétien. Mais après, on n'est pas du tout fermé, bien au contraire, on est même plutôt très accueillante et on veut vraiment valoriser... En fait, le tout, c'est d'avoir les mêmes valeurs, d'accord? Des valeurs d'entraide, les valeurs d'avoir des cohésions, d'être bienveillant. Ça, c'est vraiment le socle. Et je pense que les valeurs sont vraiment une donnée très importante dans ce voyage-là. Si tu devais résumer les Sister Trip en une phrase, tu dirais quoi? Je dirais plus qu'un voyage entre copines, une connexion entre sœurs. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que ces femmes qui sont parties, c'était un groupe de combien? 11 personnes. Un groupe de 11 personnes sont toujours en relation, en connexion 2 ans, 3 ans après.
D'accord. Est-ce qu'elles ont fait d'autres voyages entre-temps? Non, pas encore, mais je sais que certaines se revoient en dehors du coup du Sista Trip, ont vraiment connecté en fait, ouais. Ouais. Alors, tu as été vraiment l'une des pionnières hein, dans ce domaine innovant entre spiritualité, bien-être, etc. Maintenant, il commence à exister d'autres structures qui le font. Comment est-ce que tu vas faire pour rester toujours à l'avant-garde de cette innovation? Ce que j'essaye de faire, d'ailleurs en exclusivité, là, je suis en train de... c'est déjà ouvrir peut-être sur plus de destinations. Dans le sens où je reviens sur l'objectif et la vision principale qui est vraiment de faire du bien aux femmes. C'est vrai que les destinations africaines sont très très onéreuses. Ça restera quand même le cœur des destinations que je vais proposer, mais je pense que je vais ouvrir sur d'autres destinations qui permettront du coup peut-être aux femmes qui ont des budgets un peu plus restreints de pouvoir quand même bénéficier du concept du voyage en fait. Et justement, tu parles de destination. Je me suis toujours demandé comment est-ce que tu fais pour avoir un succès aussi important, plus qu'un succès d'estime, en ne travaillant finalement que sur 5 destinations alors que l'Afrique en contient 54. Mais en fait, je pense que ça tient au fait que je connais très bien les destinations, premier point. Deuxième point, j'ai vraiment fait le choix de prendre du temps avant de sélectionner les partenaires avec lesquels j'allais travailler à destination. C'est-à-dire que j'ai vraiment une vision qui est claire de ce que je veux de Mamiesie ou bien de Sista Trip. C'est vraiment très clair. Et je demande à mes partenaires qu'ils fitent avec cette vision. Si ce n'est pas le cas ou si je sens qu'il y a vraiment un grain dans le... Je préfère arrêter et voilà, de manière très cordiale, mais ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Parce que la problématique est la suivante. Parce qu'il faut savoir quand même que mon cœur de cible, je pense que tu as dû le remarquer, ce sont les afrodescendants. Aujourd'hui, l'univers du tourisme est orienté vers la population occidentale, d'accord ? Qui ne voit pas forcément le continent africain avec l'œil qu'un afrodescendant voit. Une personne qui va voyager, un afrodescendant qui va voyager à Rome, n'aura pas, je ne sais pas quel terme utiliser, ça ne va pas être la même chose quoi, quand il va partir sur le continent africain. Tu ne voyages pas à Rome, tu ne voyages pas à Bali ou au Mexique, comme quand tu voyages sur tes terres, en fait. Il y a quelque chose de différent. Il y a une connexion différente. Qui est différente. Et du coup, c'est, j'allais dire compliqué, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du coup, avoir un concept de voyage qui est calqué sur... vraiment, je fais les choses de manière très grossière, mais l'homme ou la femme blanche de 40 ans, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et du coup, je pense que apportant au travers des activités que je propose, des activités qui sont peut-être un peu plus originales, ou dont je sais que ça va toucher la sensibilité d'un afro-descendant, je pense que c'est de là aussi que je tire mon épingle du jeu. C'est quoi ces activités qui interpellent les afrodescendants ? Alors, si je te donne un exemple sur le Sénégal, un pays que j'affectionne énormément, je propose par exemple une activité autour de l'initiation à un instrument qui s'appelle la kora. J'ai eu la chance de rencontrer à Saint-Louis lors du festival de jazz un joueur de kora qui s'appelle Ablaye Sissoko, qui a ouvert une école de kora à Saint-Louis. Il s'avère qu'on a échangé ensemble, on a très vite connecté et il m'a parlé de son école. Moi, je venais de lancer Mamiesie, donc je lui parle de mon projet. Et il dit, mais tu sais quoi, on devrait proposer en fait à tes voyageurs de venir passer quelques heures avec moi pour que je leur apprenne à jouer de la kora. Et tu vois, là, j'ai fait tilt. Voilà, c'est ça en fait. Ou bien, toujours sur la région de Saint-Louis, il y a... C'est d'autant plus original que la kora, traditionnellement, est jouée par les hommes chez nous. Ouais, et là, en fait, effectivement, il y a les hommes, il y a les femmes, enfin, qui veut apprendre, apprend, quoi. Sur Saint-Louis, toujours, il y a un bateau qui s'appelle le Bou. Le Bou El Modar, oui, magnifique. Les croisières sur le Bou, c'est magnifique. Jusqu'à Podor. Ouais, non, mais, enfin... Et ça, c'est des trucs dont on n'entend pas assez parler. Enfin, je trouve que, voilà, il y a ce côté authentique qui me parle et qui parle à ma clientèle aussi. Donc justement, parce que là, le Saint-Louis, le Bou, je connais bien. J'y suis née à Saint-Louis. Donc justement, comment tu fais ? Est-ce que tu vas parler aux personnes qui ont ce bateau ? Comment est-ce que tu organises tes voyages ? Est-ce qu'ils t'accordent une primeur ? Est-ce que tu connectes avec tes partenaires ? En fait, moi, donc pour la petite histoire, j'ai donc plus de 15 ans d'expérience dans le tourisme. J'ai vraiment
After école de commerce, bim, je suis tombée dans la sauce. Et j'ai pas arrêté. Donc ça m'a permis au travers de mon expérience professionnelle de connecter avec beaucoup de gens en fait. Et puis contact, on arrive sur le propriétaire du Bouel de Mogdad, ou bien en allant à destination, en ayant un peu de bagou, voilà, discutant avec les gens. Voilà. C'est comme ça que les rencontres se font en règle générale. Et après, tes clientes, là pour le coup, ou tes clients, ils ont un intérêt à passer par toi plutôt que directement par le bout? Ils ont un intérêt à passer par moi parce que moi, ce que je propose, en fait, c'est un circuit. Le Bouel Modal, ça sera peut-être une partie du séjour, mais il y aura d'autres choses à faire sur le Sénégal. Plein de choses. Sur Saint-Louis, bien sûr, sur Dakar, au niveau du Sine Saloum, au niveau de voilà, la petite, la grande côte, Gorée, n'en parlons même pas. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire tout un circuit. Un circuit, d'accord. Les 5 destinations, on l'aura compris, c'est le Congo, c'est le Congo, RDC, le Sénégal, l'une de tes passions, oui. la Tanzanie, le Kenya, exact, et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi ces pays-là? Est-ce que c'est parce que tu as repéré que c'était les pays où tes clients, avec qui tu échangeais, étaient le plus enclins à aller? Alors, pour la partie centrale et ouest, parce que ce sont des pays francophones et que voilà, ça parle beaucoup à la France, tout simplement, aux afro-descendants issus de la France. La Tanzanie et le Kenya, parce que ce sont des pays que j'affectionne et je trouve que ça peut paraître très classico-classique, mais aller faire un safari au Kenya ou en Tanzanie, mais c'est juste le roi lion en vrai, quoi. C'est un truc, faut le faire au moins une fois dans sa vie. Faut le faire au moins une fois dans sa vie, c'est juste magique et merveilleux. Ce sont des pays que moi j'affectionne, donc forcément je peux encore mieux en parler et mieux les vendre. Et puis après, il y a le reste de l'Afrique, bien sûr, que moi-même j'apprends à connaître aussi, parce que c'est une chose d'y aller pour le business en 1 jour, 3 jours, et c'en est une autre de le connaître au niveau touristique. Quelle est l'autre destination que tu vas ouvrir, la prochaine destination? Alors j'aimerais bien ouvrir le Bénin, c'est dans le pipe. J'aimerais bien ouvrir le Cameroun. Quand même, le continent, comme ils disent. Le continent. Mais c'est vrai que autant le Bénin, ça va, mais le Cameroun, j'ai encore du mal à trouver un opérateur, vraiment. Donc appel à un partenaire alors. Si quelqu'un entend. Alors, dernière question, toi qui as parcouru une partie du continent africain, sans parler du Sénégal, dont tu as beaucoup parlé, et du Congo, ton pays d'origine, quel est ton coup de cœur et pourquoi? C'est vraiment difficile en fait de dire mon coup de cœur, c'est ça, parce que c'est comme tous les pays, chacun a son identité, chacun a sa spécificité, chacun a son truc de dingue, quoi. Vous allez au Congo RDC, vous allez sur les chutes de Zongo, c'est magnifique, extraordinaire. Vous allez en Égypte sur le Nil, il n'y a pas de mots. Dans la vallée des rois, il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Vous allez en Côte d'Ivoire, les gens, l'accueil, la nourriture, la street food, il y a un dynamisme. En fait, je pourrais pas dire. C'est compliqué pour moi de dire. C'est compliqué. Même si, j'ai envie de dire forcément, le Congo RDC reste un cri pour moi parce que c'est un pays qui est difficile. C'est un pays dont on entend beaucoup de choses au travers des médias qui sont vraies et auxquelles vraiment je tiens aussi au travers de cette interview à sensibiliser, mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'il y a aussi des choses extraordinaires dans ce pays. C'est quoi le Congo, en quelques mots, dont tu as envie qu'on parle? J'ai envie qu'on parle de la beauté naturelle de ce pays-continent. Il est juste énormissime. On n'en a même pas découvert 40%. Le poumon, hein. Ah oui, le poumon. Pas seulement de l'Afrique, mais le poumon d'un point de vue planétaire. Carrément. Au Congo, on peut aller à la montagne. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Il y a le Virunga à l'est du pays. Malheureusement, ce sont des zones qui sont très affectées et tout le monde sait les raisons pour lesquelles ça l'est. Et du coup, qui sont difficilement exploitables au niveau touristique. Et c'est tellement dommage parce que c'est vraiment un pays qui est béni de Dieu, vraiment. Quand on commence à y entrer, c'est vraiment extraordinaire en fait, vraiment. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci Mifi d'avoir été notre lumière aujourd'hui sur Femmes au pluriel. Alors, merci beaucoup René, merci pour l'invitation qui m'honore beaucoup.
Merci à vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres portraits inspirants de personnes engagées sur le continent.